l'histoire de la navigation se confond avec celle de l'humanité. Elle se matérialise dans une infinie variété de modèles de bateaux. Avec un même objectif à toutes les époques, l'amélioration constante des moyens de déplacement. Aujourd'hui, les navires sont indispensables au commerce international, notamment les porte-conteneurs. La navigation est la colonne vertébrale de l'économie mondiale. À chaque usage, sa taille, sa forme et même sa couleur d'embarcation. Pour moi, on ne peut pas raconter l'humanité sans parler de la navigation. On a des traces très anciennes de son utilisation. Malgré le danger, explorateurs et aventuriers se risquent en haute mer. Mais durant de longs siècles, leurs déplacements sont tributaires des vents. Avec un moteur à vapeur, on ne dépend plus des aléas climatiques, les ouragans ou au contraire les zones de calme plat où ça n'avance pas. Et on est sûr de pouvoir continuer sa route. Cette innovation révolutionne la navigation. Les bateaux à vapeur sont fascinants. Sans eux, le monde n'aurait pas réussi à converger, jusqu'à pouvoir être perçu comme un tout, le globe terrestre. Les ports sont depuis longtemps les plaques tournantes du commerce mondial. Très tôt dans l'histoire, des métropoles se développent en bord de mer et le long des cours d'eau, artères vitales pour les échanges de marchandises. La navigation devient un art complexe qui assure le pouvoir à ceux qui le maîtrisent le mieux. Elle connaît un premier apogée dans l'Égypte antique. Pendant des millénaires, l'espace méditerranéen est âprement disputé. Pour contrôler des voies commerciales, faire valoir leurs revendications territoriales ou combattre la piraterie, les premières puissances maritimes envoient des vaisseaux à rames. C'est passionnant de se demander ce que change l'apparition des bateaux. Est-ce qu'ils sont là pour répondre à un besoin ? Pour favoriser les contacts, pour permettre d'assouvir une curiosité, de s'enrichir ou d'acquérir un avantage. Et dans quelle mesure est-ce que leur existence renforce à son tour cette recherche de profit, cette curiosité et ce désir de contact, qu'ils soient pacifiques ou non? Mare Nostrum, notre mer. Le nom donné par les Romains à la Méditerranée témoigne de la domination exercée par Rome sur l'ensemble du bassin méditerranéen. La jeune superpuissance maritime met en place pour sa flotte un ingénieux système de ports et de phares le long des voies commerciales. Mais nos représentations de la navigation dans l'Antiquité sont façonnées par les scénaristes de Hollywood et souvent assez éloignées de la réalité. Par exemple, les adaptations de Ben-Hur nous ont convaincus que les rameurs parfaitement coordonnés qui travaillaient sur les galères étaient des esclaves. Or, au temps de la Grèce et de la Rome antique, cette main-d'œuvre était volontaire. L'emploi d'esclaves, de repris de justice ou de prisonniers de guerre ne s'est généralisé qu'au Moyen Âge et à la Renaissance. Vers l'an 630 de notre ère, un père de l'Église, Isidore de Séville, représente le monde connu divisé en trois parties, l'Europe, l'Asie et l'Afrique, entouré d'un cercle. À cette époque, des activités humaines se sont développées dans la plupart des zones côtières de la Méditerranée et le commerce est florissant. De nouveaux centres de pouvoir font leur apparition. Séville, en Espagne, gagne ainsi en importance. Depuis son port fluvial, marchands et explorateurs gagnent l'embouchure du Guadalquivir et s'élancent sur l'Atlantique.
Ils sont bercés par des récits de contrées et de civilisations lointaines, mais surtout attirés par la perspective de rapporter un chargement lucratif. Par voie terrestre, les épices et autres denrées de luxe mettent des mois à atteindre l'Europe, au prix d'un trajet périlleux. Des droits de douane sont prélevés au passage des frontières, chaque souverain et chaque intermédiaire voulant toucher sa part. À l'arrivée, les prix de vente sont exorbitants. Alors une route maritime pourrait tout changer. Pour contrôler les flux commerciaux, la couronne d'Espagne en particulier cherche un passage vers les Indes. Elle engage sa flotte malgré un risque financier considérable. L'Atlantique est un océan dangereux et son exploration requiert de gros moyens logistiques. Les navires doivent notamment embarquer d'énormes quantités d'eau douce pour un voyage à la durée plus qu'incertaine. Et pourtant, l'appel du large est puissant. L'essentiel des océans reste inexploré à l'aube des temps modernes et la cartographie du monde est encore lacunaire. Le désir de dépasser l'horizon pousse certains navigateurs à partir à la découverte de mers inconnues pour explorer ces rivages lointains. Les 15e et 16e siècles sont donc placés sous le signe des grandes découvertes. Tout le monde veut en être et espère gagner gros dans cette course à l'exploration du globe qui oppose les monarchies européennes. L'Espagne se lance dans la bataille en envoyant le Génois Christophe Colomb. Avec la Santa Maria, la Niña et la Pinta, il part en quête d'une route occidentale vers l'Asie. En l'absence de carte maritime, c'est une plongée dans l'inconnu. Christophe Colomb emporte les instruments de navigation modernes de son temps. Sablier, boussole, cadran et astrolabe, permettant de calculer sa position à partir de celle des astres. La boussole a été une révolution, ou au moins un tournant, parce qu'elle permettait de déterminer le nord. On pouvait s'orienter sans hésitation, même quand les étoiles ou le soleil étaient cachés. Les cartes peuvent désormais être lues dans tous les sens. Il suffit de les tourner en fonction de sa destination. C'est un progrès considérable, associé à la rose des vents qui détaille les points cardinaux. Ces branches permettent d'identifier le nord, le nord-ouest, le nord-est, etc. Et surtout de fixer un cap. Si on sait où sont le nord et l'ouest, on peut se diriger vers le nord-nord-ouest et savoir précisément par où il va falloir passer. C'est grâce à ces évolutions que Christophe Colomb parvient à maintenir le cap plein ouest dans l'immensité de l'Atlantique. Le 12 octobre 1492, après 36 jours en mer, enfin, une terre est en vue. Jusqu'à sa mort, le navigateur pensera avoir accosté aux Indes, alors qu'il a atteint les Bahamas. Mais sa traversée est un jalon de l'histoire de la navigation et de la mondialisation. C'est un univers inconnu dont Colomb révèle l'existence à ses contemporains. Sur la place d'Espagne, à Séville, un tableau en carreaux de céramique immortalise le retour de l'explorateur, élevé au titre de vice-roi des Indes. Il revient chargé de trésors, du maïs, des pommes de terre, du tabac, des fruits exotiques et notamment des ananas, sans oublier 6 indios, le nom donné aux indigènes amérindiens. Les expéditions du Florentin Amerigo Vespucci, quelques années plus tard, révéleront que Christophe Colomb a touché terre non pas en Asie, mais sur un continent encore inconnu en Europe. C'est donc Amerigo qui donne son nom à l'Amérique. À l'ancien monde, formé par l'Europe, l'Afrique et l'Asie, vient s'ajouter un nouveau monde. En réalité, Christophe Colomb n'était pas le premier Européen à atteindre ces rivages.
On sait aujourd'hui qu'au temps de l'expansion viking, l'AFR Exxon avait déjà accosté sur le continent américain, sans doute vers l'an 1000. Pendant des siècles, la navigation en mer s'est faite par tâtonnement. On commençait par suivre la côte avant d'élargir le périmètre qu'on pouvait atteindre avec un bateau à voile. Le secteur fait un bond en avant grâce aux nouvelles techniques de navigation et à l'évolution de la conception des navires. De son côté, le Portugais Vasco de Gama se lance en 1497 dans un projet concurrent à celui de Christophe Colomb, ouvrir la route orientale vers les Indes. Terre fabuleuse où l'on trouve du poivre, du gingembre et de la cannelle. Après avoir longé la côte ouest africaine, il contourne le cap de Bonne-Espérance et gagne l'océan Indien. Le navigateur jette ainsi les bases des relations commerciales avec les Indes qui vont faire la fortune du Portugal. L'expédition de Vasco de Gama montre qu'il existe un passage permettant de rallier l'océan Indien depuis l'Atlantique, qu'on peut donc aller vers l'est par la mer et revenir avec une cargaison d'épices. En 1519, les Espagnols n'ont pas renoncé à atteindre les Indes par l'ouest. L'escadre du Portugais Fernand de Magellan, au service de Charles Quint, va prouver qu'il est possible de faire le tour du globe. Le monde est entré de plein pied dans l'époque moderne. D'autres pays suivront l'exemple de ces pionniers. Mais tout voyage intercontinental reste un défi humain et matériel face à la puissance des éléments. Le navire est un moyen de transport ancestral et résistant. L'objectif n'est jamais en soi de traverser une grande étendue d'eau. L'humanité se sert des bateaux pour faire du commerce le plus souvent et pour faire la guerre dans le pire des cas. Jusqu'au XVIIIe siècle, ce sont encore principalement des galères qui sillonnent la partie orientale de la Méditerranée. En 1571, une gigantesque bataille oppose l'Empire ottoman et une coalition chrétienne au large de la ville grecque de Lépante. Elle voit s'affronter plus de 400 galères. C'est l'apogée, mais pas la fin de ces navires à rames et à voile tristement célèbres. Une course aux armements s'enclenche, avec de nouveaux navires à voile taillés pour la haute mer qui embarquent des canons. En 1588, une autre bataille va durablement marquer l'histoire. Si l'Angleterre perd quelques 9000 hommes dans les eaux de la Manche, sa victoire sur l'invincible armada espagnole lui permet de s'affirmer comme la première puissance maritime mondiale. Un triomphe pour la reine Élisabeth Ier et la pierre angulaire du futur empire britannique. Au début du XVIIe siècle, l'étude des phénomènes scientifiques fait florès dans les capitales européennes, non sans conséquences pour la navigation. Toutes les dynasties régnantes l'ont compris. Le progrès technique est synonyme de pouvoir. Un Français, Denis Papin, cherche à exploiter l'énergie de la vapeur d'eau. C'est le début de très nombreuses expériences portant sur l'énergie hydraulique, le vide ou la transmission de la force. Un homme va concrétiser l'idée de propulser un navire de cette façon, mais la question est étudiée un peu partout. Quelques années après avoir mis au point un premier cylindre piston à vapeur, Papin réalise une nouvelle avancée. On doit le premier bateau à vapeur fonctionnel à l'ingénieur français Denis Papin. Un bateau à roue à aube, qui avance grâce à la force musculaire, mais aussi à la vapeur sous pression. Malheureusement, il est très vite détruit par une guilde de bateliers en Allemagne, après que son inventeur a refusé de payer un droit de passage. Parti d'un prototype d'autocuiseur, Papin a abouti à une machine extrêmement sophistiquée. Autre acteur de ce progrès scientifique qui va bouleverser le monde, l'Écossais James Watt. Les améliorations qu'il apporte à la machine à vapeur marquent le début de la révolution industrielle. Le principe de base est simple. De l'eau chauffée dans un cylindre clos produit de la vapeur d'eau en expansion qui génère une pression. Les inventeurs ne manquent pas d'idées pour exploiter cette force.
La Grande-Bretagne est le premier pays à développer l'usage de la vapeur, sur terre comme sur mer. Le Musée des sciences de Londres retrace cette révolution industrielle. Depuis 2003, Ben Russell est à la tête de l'une des plus vastes collections au monde consacrée au développement de l'ingénierie navale. La Grande-Bretagne étant cernée par les eaux, la navigation côtière est essentielle. Londres fait venir du charbon par la mer depuis les mines du nord-est de l'Angleterre. Il y a même une vieille expression, « transporter le charbon jusqu'à Londres », qui s'y réfère. C'est ce qui permet aux Londoniens d'avoir chaud l'hiver. Ce charbon sert à se chauffer, mais aussi à alimenter les machines. Il arrive par la Tamise, une artère vitale pour la métropole depuis toujours. Pendant des siècles, les bateaux à voile ont dominé le transport. Mais les vents et les conditions météorologiques dictaient les itinéraires et la durée des trajets. Les voyages par la mer restaient donc dangereux, malgré l'amélioration progressive des instruments de navigation. Ça n'a rien d'évident d'acheminer des marchandises par voilier le long des côtes. La navigation est délicate et de nombreux bâtiments font naufrage. On a donc besoin d'une source d'énergie plus fiable. La machine à vapeur est d'abord employée dans l'industrie naissante pour actionner des marteaux-pilons, des tours ou des meuleuses. Des courroies transmettent sa force dans toute l'unité de production. On se dit, on a perfectionné son emploi dans les usines, les moulins et les ateliers. Que peut-on faire d'autre avec la vapeur? Les premières tentatives pour mettre une machine à vapeur sur des roues sont prometteuses. Le cheval de fer est bientôt un succès. Alors on s'interroge. Pourquoi ne pas transposer le principe de la chaudière à vapeur, alimentée au charbon, sur les cours d'eau ou les océans? Car les routes et les voies ferrées ne desservent souvent pas le littoral au Royaume-Uni. C'est ici qu'entre en scène William Symington. L'histoire du bateau à vapeur commence avec des gens comme Symington. Il part de la machine atmosphérique, qui a un faible rendement, mais produit une énergie fiable. Et dans les années 1780, il parvient à réduire ses dimensions pour qu'elles tiennent sur un navire. En 1803, Symington met au point l'un des premiers bateaux à vapeur utilisables, le Charlotte Dundas, qui remorque des barges sur le canal de Forth et Clyde, en Écosse. Mais cette nouvelle technologie a ses détracteurs. Au bout de quelques jours, les exploitants du canal en interdisent l'accès à l'entreprise de transport, au prétexte que les remous abîment les berges. Bremerhaven, sur la mer du Nord. Ici, un musée est consacré à l'histoire de la navigation maritime. À chaque époque, ses types de navires, ses évolutions techniques et ses récits humains. Marlène von Bargen, l'une des conservatrices, est spécialisée dans la navigation au 19e et 20e siècle. Au début de l'ère de la vapeur, on redouble d'inventivité pour imaginer de nouveaux moyens de propulsion. Voici la maquette d'un bateau à vapeur très ancien. Une construction imaginée par l'Américain John Fitch. En 1790, il est parvenu à fabriquer un bateau à vapeur qu'il a fait naviguer sur un fleuve et qui était en mesure de transporter des passagers. Le bâtiment est propulsé par 2 séries de rames, actionnées par la machine à vapeur. C'est à un inventeur écossais que l'on doit l'innovation suivante. Arrive Henry Bell.
Vous voyez ici le moteur du Comet, qui date de 1812. Il s'est écoulé 20 ou 30 ans entre le moment où on a pensé à associer navigation et moteur et celui où on est arrivé à un résultat opérationnel. Cette machine est considérée comme l'ancêtre de tous les moteurs à vapeur utilisés en mer. Une archive de 1962 illustre son importance. At Lithgow's yard, thoughts were turned back 150 years to the day when Comet was launched. That was the name given to the first practical steamship to carry passengers. So they built a replica of the old ship to celebrate a day to remember in marine history. The new Comet went down to the water where the original one was launched in 1812. Henry Bell fait construire un bateau à roues à aubes, le Comet, pour le transport de passagers. Il va circuler pendant 8 ans, entre 1812 et 1820, le long de la côte ouest de l'Écosse. Et il est très performant, malgré ce petit moteur. The marine engine of 1812 must have needed handling. However, nothing went wrong below, and the new Comet steamed to Helensburgh without mishap. When Henry Bell proved that steamships weren't just a dream, sea travel was revolutionized. From the humble beginning made by Comet arose the shipbuilding industry of the Clyde. Le Comet finit par s'échouer pendant une tempête. Par la suite, sa machine à vapeur va resservir dans l'industrie. Mais le sort s'acharne. Elle est ensevelie sous les décombres après un incendie destructeur. Bref, une existence jalonnée de traumatismes. Le musée conserve aujourd'hui la précieuse machine avec toutes ses pièces d'origine. L'ingénieur qui l'avait construite avait récupéré le cylindre d'origine pour servir de chapeau de cheminée sur sa maison. Le musée lui a fait savoir qu'il ne pouvait pas le garder, qu'il devait le rendre. L'ingénieur a proposé d'en faire une copie parce qu'il avait besoin de la pièce originale. Alors le musée lui a payé un nouveau chapeau de cheminée et le cylindre a pu réintégrer sa place. Une bonne partie du quotidien d'un conservateur de musée consiste à négocier avec des particuliers pour reconstituer de vieilles machines. Henry Bell pose à côté de son invention, la mère de toutes les machines à vapeur maritimes. La Grande-Bretagne est la première nation industrielle et c'est grâce à la vapeur. Ici, on voulait donc avoir la toute première machine, parce que c'est important dans l'histoire des technologies. Voilà ce qui fait l'intérêt du moteur du Comet. Il n'est pas très puissant, mais c'est le premier, et c'est ce qui compte. S'offrir une embarcation à vapeur, c'était le rêve insolite de Holger Wienecke. Il y a un siècle, ces petits bateaux de plaisance extravagants étaient du dernier chic, hors de prix et à la pointe de la modernité. Ça ne s'achète pas dans le commerce. Il faut le construire soi-même sur son temps libre ou le faire par quelqu'un. Mais on ne trouve pas ce genre de modèle à la vente. En taille réduite, le principe de fonctionnement est le même qu'à plus grande échelle. J'ai grandi près d'un port où il y avait encore des bateaux à vapeur en service. J'allais très souvent là-bas. C'est comme ça que je m'y suis intéressé et que j'ai décidé d'avoir le mien un jour. Ça m'a pris 30 ans, mais j'ai fini par y arriver. À bord de cette réalisation personnelle dont il a peaufiné chaque détail, Holger Wienecke trace sa route à son rythme. Lars Kröger, lui, s'occupe de machines autrement plus imposantes. Il est coordinateur scientifique au musée de Bremerhaven qui conserve nombre de navires historiques. Un trésor qu'il faut préserver à ses yeux.
La vapeur présente un gros avantage pour la navigation intérieure, car elle permet de remonter le courant. Traditionnellement, pour le transport fluvial, on avait recours au halage, ce qui demandait beaucoup de moyens. La vitesse était limitée, et encore fallait-il que les chemins de halage soient libres. Ce mode de remorquage des bateaux sur les cours d'eau ou les canaux est lent et laborieux. Avec une traction autonome, tout change. La machine à vapeur s'impose bientôt sur les voies navigables comme sur les mers. Le navire à vapeur est une évolution vraiment passionnante dans l'histoire des techniques. On passe d'une énergie purement mécanique à un système de motorisation qui libère l'humanité des contraintes de la nature. Ça présente des avantages et des inconvénients. On ne dépend plus de la force des vents, mais ça change aussi le rapport aux éléments naturels. L'Hudson. Le fleuve qui borde New York a longtemps été l'une des principales voies de transport et de commerce des États-Unis. En 1807, c'est de là que part pour son voyage inaugural le North River Steamboat, plus tard surnommé le Clermont. Les témoignages de l'époque évoquent un monstre marin noir et fumant. Le trajet New York-Albany ne prend plus que 2 petites journées au lieu d'une semaine et peut désormais faire l'objet d'un service régulier. Une victoire technologique qui présente aussi un intérêt économique. Vers la fin du XIXe siècle, la durée et la régularité des déplacements augmentent. C'est le reflet d'une interconnexion grandissante, d'un commerce mondial de plus en plus imbriqué. Le bateau à vapeur en bénéficie et apporte une contribution intéressante. Il garantit plus sûrement que la voile de réaliser le trajet d'un point A à un point B dans un laps de temps donné. En 1819, le Savannah accomplit la première traversée de l'Atlantique avec un moteur à vapeur de 90 chevaux qui vient compléter un gréement classique. Le problème très concret qui se pose, c'est que ces navires ne sont pas conçus pour transporter la quantité de charbon requise pour produire l'énergie nécessaire. Cette toute première épopée transatlantique à la vapeur sera reconstituée par la suite. Le charbon occupe la quasi-totalité de la charge utile de 75 tonnes du 3-mâts. Il ne reste pas de place pour d'éventuels passagers. Et bien que la machine à vapeur ne serve en appoint que 12 jours sur les 29 du voyage, le combustible vient à manquer. À un moment donné, il devient évident qu'on ne pourra pas atteindre même un port intermédiaire avec ce qui reste de charbon. Alors on regarde ce qu'on pourrait brûler à bord. Des meubles, voire une partie de la cargaison. Et ce, avant même d'avoir complètement épuisé le charbon. On en garde toujours une petite réserve. Ou bien on brûle la fin du charbon avec le bois provenant du mobilier ou autre. La traversée de l'Atlantique demeure une aventure. Il faut attendre encore 20 ans pour que le Sirius l'accomplisse en 18 jours avec 94 passagers. Au sujet du Sirius, l'un de ses premiers navires à vapeur, on raconte que son équipage a été obligé de débiter tous les meubles à bord en petits morceaux pour les jeter au feu. Mais ce genre d'histoire est surtout colporté par les entreprises concurrentes qui exploitent à leur profit les incidents que subissent les compagnies rivales. À cette époque, un voyage entre l'ancien et le nouveau monde est encore un événement. L'enjeu, c'est le stockage du combustible à bord. On finit par se rendre compte qu'on peut bâtir des navires plus grands. La résistance à l'eau augmente au carré avec la taille du bateau, tandis que la capacité des réserves augmente au cube. Plus le bâtiment est grand, mieux c'est, puisqu'il peut embarquer davantage de charbon. Pour cela, il faut passer à une autre échelle.
On construit donc des machines plus grandes et plus puissantes, dites compound. Au lieu d'un seul cylindre, elles en comptent 3 ou 4 qui fonctionnent à l'unisson. Regardez, je mesure environ 2 mètres. Et ça, c'est une petite machine. Les suivantes feront des centaines de tonnes. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre. On ne se contente plus de caboter dans les eaux du littoral écossais. Dans les années 1830, on est capable de traverser l'Atlantique. En 1858, les premières lignes régulières voient le jour au départ d'Allemagne. Il ne faut plus que 2 semaines pour allier New York en partant de Bremerhaven. Le premier Bremen est un navire de la Norddeutscher Lloyd. Son exemple montre que pendant longtemps, jusqu'aux années 1860, la voile conserve un rôle important en complément de la vapeur. Compte tenu de la faible efficience des moteurs et du coût du charbon, on préfère encore naviguer à la voile dans certaines situations pour économiser les réserves. Bien souvent, la machine à vapeur permet simplement au navire de quitter avec élégance son port d'attache. Même les bateaux à roues à aubes, capables d'affronter le large, atteignent vite leurs limites. Les tambours qui protègent les roues à aubes ne sont pas très adaptés à la haute mer. Ils encaissent mal les fortes vagues et les intempéries. Leur conception convient mieux à la navigation fluviale. Pour manœuvrer en eau douce ou dans les ports, la vapeur apporte un avantage certain. Les chantiers navals produisent des colosses d'acier de plus en plus performants et économes en combustible. Les premiers grands navires à vapeur qui sont construits au XIXe siècle, comme le Great Western ou le Great Eastern, ont encore des voiles, comme avant. Et puis, à un moment, on se rend compte qu'on n'en a plus besoin. Voilà à quoi ressemblent les hybrides de l'époque. Entre les premières innovations, les premiers moteurs à bord ou même les premières traversées transatlantiques, et le moment où on a suffisamment confiance dans cette nouvelle technique pour supprimer le gréement, il s'écoule 40, 50, voire 60 ans. Parallèlement, le chemin de fer connaît également un essor fulgurant. Là encore, la vapeur est synonyme de fiabilité, permettant de rallier les grandes villes, les ports et l'étranger. Le monde semble soudain plus petit. Tous les 2 ans, des amateurs de bateaux à vapeur d'Allemagne et d'ailleurs se retrouvent à Flensbourg, à proximité de la mer Baltique. Un festival fait revivre l'époque où ces navires omniprésents incarnaient le progrès technologique. Ce sont les derniers spécimens encore en état de marche qui sont arrimés ici. Le Bussard est un ancien baliseur, un navire chargé de la pose et de l'entretien des balises et bouées en mer. L'Alexandra, aménagée pour les croisières de plaisance, porte le prénom de la princesse Alexandra de Schleswig-Holstein. Ancien officier de marine, Harald Weiss est un capitaine de navire à vapeur chevronné, à son aise sur tous les océans. Ce bateau à vapeur a été construit et mis en service en 1908, ce qui lui fait plus de 100 ans. Il y en a encore en circulation, mais hors de toute exploitation commerciale.
Ce sont des navires patrimoniaux, des musées comme celui-ci, et il n'en reste qu'une poignée. Ce week-end à Flensbourg, il y en aura 5. La promesse, à bord de l'Alexandra, est avant tout celle de la lenteur. Un vrai voyage dans le temps pour les passagers d'un jour. Il flotte dans l'air une odeur de charbon. Les vieux loups de mer, comme les rats des villes, sont prêts à lever l'ancre. L'équipage est bien rodé. Chaque manœuvre est parfaitement exécutée. Ces navires ne servent plus sur des liaisons régulières. De nos jours, ils sont tous gérés par des associations ou des amicales, comme le nôtre. On a créé une association au nom de l'Alexandra. Non seulement nous sommes tous bénévoles, mais nous payons même une cotisation. Et c'est pareil pour les autres navires. L'équipage partage un même enthousiasme pour la navigation à vapeur et souvent aussi des souvenirs d'enfance communs. Ces hommes et ces femmes perpétuent une tradition plus que centenaire. L'odeur, la vapeur, ça rend accro. Quand on manipule du charbon, les effluves sont les mêmes que celles des locomotives à vapeur de notre enfance. C'était le même parfum qui flottait dans les gares à l'époque. Dans les entrailles de l'Alexandra, ce sont les chauffeurs qui entretiennent la pression dans la chaudière. C'est la condition sine qua non pour que le moteur d'origine de 420 chevaux fournisse la propulsion nécessaire. Je pars toujours du principe que je ne comprends pas à fond cette chaudière. Il y a des gens qui font ça depuis des années et qui savent précisément comment elle va réagir, ce qu'il faut faire pour que la pression soit suffisante au moment voulu. Moi, je me considère encore en apprentissage. À bord, ni électronique, ni informatique. Tout est mécanique. Ce que j'aime avec les machines à vapeur, c'est leur côté primitif. On peut vraiment voir, percevoir et entendre ce que fait la machine. Même quand elle va mal, elle le signale. Elle sait se manifester, un peu comme un être vivant. Ça me fascine qu'une machine aussi élémentaire puisse être aussi fiable et qu'on puisse tout contrôler visuellement ou au toucher sans avoir besoin d'un système électronique complexe pour la régler. Un levier de contrôle, une machine pour inverser la marche et ça roule. Depuis plus d'un siècle. Les membres de l'équipage sont à l'affût du moindre cliquetis, sifflement ou raclement qu'ils savent interpréter pour régler ce qui doit l'être. Mais au fait, comment est transmise la force de propulsion? Différents systèmes sont en concurrence, mais bientôt, la roue à aube montre ses limites. Et une autre innovation permet de convertir la force motrice de la vapeur. L'idée circule beaucoup à l'époque, car la propulsion par hélice assure une bonne performance. L'un de ces pionniers a même travaillé pour nous dans les années 1860. Francis Petty Smith était conservateur d'un établissement qui a été rattaché au musée des sciences par la suite. On l'appelait d'ailleurs Screw Smith, Smith l'hélice. Francis Petty Smith veut prouver que l'hélice est la technologie de l'avenir, mais elle doit faire ses preuves, comme toutes les autres. Alors, en Angleterre, patrie des paris sportifs, c'est une compétition qui va trancher.
En 1845, on veut savoir quelle est la meilleure propulsion pour un navire à vapeur, l'hélice ou les roues à aubes. On prend deux bâtiments, le Rattler et l'Alecto, qu'on relie par un très long câble et on les soumet à une épreuve de tir à la corde pour voir lequel l'emporte. L'Alecto démarre en trombe et fait mouliner ses roues avant même que l'équipage adverse ait eu le temps de réagir. Puis le Rattler allume ses moteurs pleine puissance. Et alors qu'il reculait, il fait soudain un bond en avant et entraîne l'Alecto dans son sillage. J'adore cet épisode. Il n'a rien de scientifique, mais il marque les esprits. Et du jour au lendemain, on décide que l'hélice est la voie à suivre grâce à cette expérience peu orthodoxe. De fait, l'hélice prouve sa supériorité. Toujours immergée, elle limite les pertes d'énergie. Ces évolutions entraînent une autre mutation. La construction artisanale cède la place à de grands chantiers navals industriels. Le rivetage doit s'effectuer à partir d'immenses échafaudages en acier. Il faut beaucoup de place pour loger une chaudière, une salle des machines. La construction navale traditionnelle prévoyait des bâtiments de 20 ou 30 mètres de long, alors que pour ces nouveaux navires, on a besoin d'une infrastructure complètement différente. Sans parler des coques en acier, qui supposent des liens avec le secteur minier. Un destin commun se noue avec l'industrie lourde de pointe à ce moment-là. La fin du XIXe siècle est une époque de grands bouleversements, techniques, économiques et sociaux. La machine à vapeur règne sur le monde, tandis que s'amorce l'âge d'or de l'acier. Les compagnies maritimes investissent des millions pour se constituer des flottes, inaugurant une période faste pour les chantiers navals. À côté des ports européens, de grandes infrastructures sont construites. Des sociétés d'ingénierie et des chantiers navals. C'est un moteur de croissance économique et de prospérité. Des réseaux se constituent qui requièrent leur propre écosystème d'ingénieurs navals et de techniciens. Dans les régions côtières, les chantiers navals deviennent le premier employeur pour les ingénieurs comme pour les ouvriers. Les inaugurations de navires vont bon train. Ce rituel ancestral, destiné à protéger les nouveaux bâtiments, se pratiquait déjà en Égypte il y a 3000 ans. Les grands ports se développent encore et voient passer des matières premières et des marchandises du monde entier. Les chaînes d'approvisionnement deviennent prévisibles et ne sont plus livrées aux aléas météorologiques, comme c'était encore le cas quelques décennies plus tôt. À bord des voiliers, les matelots se retrouvaient à faire des acrobaties dangereuses en grimpant sur les mâts et n'étaient pas à l'abri de passer par-dessus bord pendant la traversée. À l'ère des navires à vapeur, c'est moins le cas. Le profil des équipages change. Ils évoluent plutôt dans le ventre des navires, ce qui entraîne un renouvellement des effectifs. Avec ce travail en intérieur et au rythme des machines, la navigation perd de son romantisme. Le dur labeur des chauffeurs rappelle de plus en plus la condition des rameurs sur les galères. La machine à vapeur a révolutionné non seulement la navigation, mais aussi le tissu social à bord. Sur les navires à vapeur, on a besoin de machinistes, plus tard aussi de mécaniciens, mais surtout de soutiers et de chauffeurs qui occupent les postes les plus pénibles. Le quotidien est éreintant pour ces hommes qui dépérissent loin de la lumière du jour, dans une atmosphère étouffante où la température atteint 40, voire 60 degrés.
À la fin du 19e siècle, de nombreux récits évoquent les conditions de travail dégradées et harassantes des chauffeurs. Certains ne voient pas d'autre issue que de se donner la mort en sautant par-dessus bord en pleine mer. À la charge de travail physique viennent s'ajouter le stress, le bruit et la chaleur. Les accidents dus aux flammes ou à la surpression ne sont pas rares. Pour les chauffeurs et les mécaniciens, la salle des machines finit parfois par être un tombeau. Le Stettin a également fait le déplacement pour le festival de Flensbourg. Il faut un équipage minimal de 30 personnes pour maîtriser ce brise-glace unique en son genre. Il a connu une histoire mouvementée. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Stettin a notamment évacué des réfugiés de Prusse orientale. Werner von Unruh est son capitaine depuis des années. Le Stettin est le plus grand navire à vapeur alimenté au charbon dans le monde. Sa particularité, c'est d'avoir conservé son imposante machine à vapeur qui fonctionne de la même façon qu'à sa construction en 1933. Il appartenait alors à une flotte composée de 5 brise-glaces destinée à maintenir toute l'année la navigabilité du port de Stettin à 50 km à l'intérieur des terres. C'est la motorisation qui rend possible le développement des brise-glaces. Nur mühsam dringen die Eisbrecher durch die meterhohen Schollen. Aber sie schaffen es. In pausenlosem Einsatz halten sie die Abdrift durch die Weere frei. Ces navires spécialisés témoignent d'une volonté d'affranchir complètement le commerce maritime des saisons et de la météo. Sur la passerelle, un transmetteur d'ordre mécanique permet de communiquer une instruction de marche au compartiment machine. C'est ici que bat le cœur du Stettin. Une machine à vapeur compound à 3 cylindres de 2200 chevaux. Le poste de conduite est activé et mon collègue réceptionne les ordres de la passerelle. Là, il a reçu la consigne « marche arrière lente », ce qui l'oblige à inverser la machine pour passer de marche avant à marche arrière. Une fois que ce sera fait, il va ajuster le nombre de tours à la minute. Le principe semble simple, mais ce navire est composé de pièces pesant plusieurs tonnes qui requièrent un pilotage extrêmement précis. Sans oublier que les chauffeurs bravent des températures élevées. Je pousse vers l'arrière le charbon qui a déjà chauffé à l'avant. Ensuite, le cycle de combustion peut commencer. Là, on attend un peu, puis on en remet. C'est un rythme à prendre. Si je vois que la pression monte trop vite, je ralentis un peu le tempo. Si elle baisse alors qu'il faut garder la vitesse, je vais pelleter un peu plus de charbon et relancer le feu. Seule une longue expérience permet aux chauffeurs de maintenir avec précision la température au degré voulu. Sans nous, pas de vapeur. Sans les machinistes, la chaudière ne fonctionne pas. Et il faut qu'on soit bien coordonnés. C'est ici que tout commence. Sans feu, pas de vapeur. Les plans d'époque reflètent la complexité des entrailles des navires.
Ce dessin technique, qui représente une chaudière à vapeur, date sans doute du début du XXe siècle. La partie centrale cylindrique constitue la chaudière proprement dite, qui est bien sûr en acier. Il y a des normes à suivre en ce qui concerne les matériaux et la conception. À l'intérieur, on voit une série de compartiments et 2 fourneaux dans la partie inférieure. La vue en coupe montre également une multitude de petits tubes. C'est la zone où l'air chaud produit dans la chaudière et l'eau d'alimentation se rencontrent. La chaudière a besoin d'eau pour produire de la vapeur. Et tous ces tubes permettent d'augmenter la surface de contact entre l'air chaud et l'eau. Plus un navire est grand, plus il a besoin de vapeur et donc de chaudière pour avancer. Sans oublier un équipage qualifié, capable de veiller au bon fonctionnement des machines. Puisque la navigation n'est plus tributaire du vent, il devient possible de fixer des horaires de départ et d'arrivée. La Cunard Line, une compagnie britannique, est l'une des plus importantes du genre. Elle propose 4 traversées de l'Atlantique par semaine. La possibilité de suivre un itinéraire planifié à un rythme prévisible entraîne une forme de convergence mondiale. On commence à penser le monde comme monde. Pour moi, c'est une rupture comparable à l'effet qu'a eu Internet sur nos vies. Des investissements publicitaires massifs servent à vanter les possibilités offertes par ce nouveau mode de voyage et à convaincre les sceptiques. On a ici 2 réclames de compagnies maritimes. Pour la Hamburg Süd, ou Société hambourgeoise des bateaux à vapeur d'Amérique du Sud, et pour la Wörmann Linie. Elles ont toutes les 2 entre 100 et 120 ans. Et elles mettent clairement en avant l'emploi de paquebots à vapeur. Pour les particuliers, traverser un océan cesse d'être une expédition hasardeuse. Le voyage peut être programmé et devient surtout abordable. Des flottes de paquebots font leur apparition dans les ports. D'autres lignes régulières sont ouvertes, souvent avec le mot bateau à vapeur dans leur nom, car désormais, ces traversées peuvent se faire avec une bonne visibilité. L'affiche de la Wörmann Linie comporte en plus une référence aux colonies allemandes en Afrique orientale. Ce service assurait la liaison entre l'Empire allemand et la côte est-africaine. Il acheminait des colons, peut-être aussi des émigrés et des commerçants. De nouvelles expéditions scientifiques deviennent également possibles et dans les décennies qui suivent, l'exploration des mers et territoires encore inconnus se fait systématique. L'Europe découvre l'existence d'autres nouveaux mondes. Dans les années 1920, le Météore, un navire hydrographique allemand, réalise des relevés détaillés du fond de l'Atlantique afin de cartographier les courants et les zones climatiques. De quoi jeter les bases de l'océanographie scientifique et d'une compréhension du système climatique planétaire. Si on se replace du point de vue de l'Allemagne vers 1900, le développement de l'Empire germanique et de ses colonies, en Afrique, mais aussi dans le Pacifique occidental, aurait été inconcevable sans la navigation à vapeur. Ces navires qui accostent sur des rivages lointains ne viennent pas toujours en paix. C'est grâce aux bateaux à vapeur que les Européens peuvent renforcer leur présence dans leurs colonies. Ça se fait bien sûr à partir des implantations existantes, notamment sur certaines côtes africaines.
En règle générale, ils envoient non pas de grands paquebots, mais des bâtiments plus petits, qui parcourent des dizaines, voire des centaines de kilomètres sur des cours d'eau plus ou moins étroits à l'intérieur des terres. L'objectif dans ce contexte colonial est de remonter les voies navigables pour explorer les terres, et surtout d'acheminer des ressources naturelles jusqu'au littoral. Les navires à vapeur permettent l'exploitation des pays conquis et la rendent extrêmement rentable. Les denrées et matières premières produites dans les colonies sont expédiées à grande échelle en Europe et en Amérique. Tabac, thé, café, sucre et bois exotiques. C'est cette mondialisation qui va contribuer à la prospérité du vieux continent. L'exploitation des ressources naturelles et humaines outre-mer devient un commerce comme un autre. Des magasins de denrées coloniales proposent des produits des 4 coins du monde. La carte représentée ici matérialise une ligne bien spécifique. Sans surprise, la compagnie Hamburg Süd propose des voyages vers l'Amérique du Sud, le Brésil et l'Argentine. Entre l'Europe et l'Amérique du Nord, il fallait compter 3 ou 4 jours. Pour l'Amérique du Sud, peut-être une semaine. On a donc affaire à une technologie qui rebat complètement les cartes et qui donne l'impression que le monde rétrécit un peu. Tout un réseau de lignes maritimes enveloppe désormais le globe terrestre. Le tour du monde en 80 jours n'est plus un rêve. Quant aux États-Unis, pays de tous les possibles, ils attirent à présent une abondante immigration européenne. America advertised in Europe. It wanted muscle. Why linger in the grim old world? Come help build the new. Steamers replaced sailing ships. The journey became quicker and cheaper. A dozen shipping lines competed for the immigrant trade. So many went that Europe took fright. Il devient possible de faire le tour du monde par la mer et de transporter des passagers ou des marchandises presque où l'on veut. Et donc, de vastes réseaux commerciaux se développent, sans oublier l'immigration. Pour un prix modique, chacun peut embarquer vers un avenir meilleur. Ils sont des millions à se laisser tenter. Ellis Island symbolise bientôt un rêve de liberté à l'ombre de la statue du même nom. Beaucoup d'immigrés trouvent d'ailleurs du travail dans les chantiers navals de New York. Les bateaux à vapeur sont un moteur pour la croissance, l'émigration et le commerce. Un âge d'or s'ouvre pour les armateurs et les négociants qui engrangent des millions. La navigation maritime devient l'une des branches d'activité les plus lucratives, tandis que le monde entier se transforme en place commerciale. Parallèlement, les voyages montent en gamme. Et l'un des paquebots de cette époque va rester dans l'histoire. Au début du XXe siècle, le Titanic illustre bien la multiplication des chaudières à vapeur, mais aussi des moteurs et des soutes à charbon. Et il en faut pour un navire de plus de 260 mètres de long, destiné à traverser l'Atlantique en 3 ou 4 jours, avec des milliers de passagers à bord. Un paquebot de grand standing présenté comme insubmersible.
une démesure qui lui coûtera cher. Les compagnies se livrent une concurrence permanente en matière de luxe et de vitesse. À partir des années 1880 et 1890, les navires de la Norddeutsche Lloyd creusent leur avantage. En face, les concurrents britanniques doivent mettre les bouchées doubles. Et le Titanic fait partie de ces grands projets lancés pour regagner du prestige et des parts de marché. C'est sa dernière photo connue avant son voyage inaugural en 1912 à destination de New York. On connaît bien ces 4 cheminées emblématiques, mais seules 3 d'entre elles étaient reliées à des chaudières. La 4e, à l'arrière, était factice et destinée à asseoir la prestance du Titanic. En ce début du XXe siècle, les paquebots à 4 cheminées matérialisaient ce qui se faisait de mieux, de plus grand et de plus rapide. 1912. Am 14. April melden Marconi-Telegramme die Katastrophe der Titanic, des englischen Riesendampfers, der nachts im Ozean mit Eisbergen zusammenstieß und versank. Kapitän Smith auf der Kommandobrücke. Angehörige aller Gesellschaftskreise bringen den Geretteten Kleider und Nahrungsmittel. Die Titanic war neben ihrem Schwesterschiff, der Olympia, das damals größte Schiff, das je den Ozean kreuzte. An Bord befanden sich mit Besatzung 2200 Menschen. 2/3 von ihnen fanden den Tod. Hier sehen Sie einige Gerettete. In der Mitte wird einer ohnmächtig. Cet aller simple pour les eaux glacées et mortelles de l'Atlantique Nord marque durablement les esprits. Il s'avère en outre que la compagnie maritime a sciemment sous-estimé les besoins du Titanic en canot de sauvetage. La tragédie marque une césure profonde et vient rappeler la vulnérabilité de toute technologie face aux éléments. Malgré tout, la course à la rapidité, au luxe et au gigantisme se poursuit. L'Europe et les États-Unis s'efforçant de se surpasser mutuellement. La machine à vapeur connaît en outre de nouvelles améliorations. On passe de moteurs à la vitesse de rotation de quelques centaines de tours par minute à des turbines à vapeur qui tournent à 18 000 tours. Ce progrès est d'abord exploité par la marine, notamment la Royal Navy, qui adopte la turbine pour rendre ses navires de guerre plus rapides. Les cuirassés sont équipés des turbines les plus puissantes. Et en temps de conflit, la construction navale s'accélère dans le camp britannique, mais aussi dans les États émergents, comme l'Empire allemand. Pendant la Première Guerre mondiale, les paquebots de luxe et les navires marchands servent au transport de troupes. Au total, quelques 8 millions de soldats gagnent le front de cette façon. Au départ, les navires à vapeur ne modifient pas tellement la façon dont on envisage les batailles, y compris sur l'eau. En revanche, ils changent tout à la question de savoir où engager des troupes. Cette logistique est décisive pour l'issue des affrontements sur le terrain. Pendant la Première Guerre mondiale, les sous-marins allemands s'en prennent avec succès aux navires de la Triple Entente. Ils sont équipés de moteurs diesel, la vapeur n'étant pas probante en plongée. Cette guerre sous-marine envoie par le fond les cargos, interrompt les lignes de ravitaillement et sème la terreur. Des milliers de navires sont détruits. Et plusieurs centaines de milliers de marins y laissent la vie. De nombreuses épaves constellent encore le plancher océanique, comme autant de témoins muets d'une guerre meurtrière, affranchis des règles d'antan.
Dans l'entre-deux-guerres, c'est sur un petit bateau à vapeur qu'un nouveau personnage fait son apparition. Steamboat Willie, court-métrage animé de Walt Disney, marque en 1928 la naissance à l'écran de Mickey. Sur les rivières et fleuves américains, les bateaux à roues à aubes imposent leur élégance et incarnent le progrès. Chaque année, une course voit s'affronter ces Formule 1 de la navigation en eau douce sur l'Ohio, à Cincinnati. Même en temps de paix, la taille des navires reste l'objet de rivalités entre pays. Le Bremen, quatrième du nom, est mis à l'eau en 1928. Il témoigne d'un regain de confiance de l'Allemagne. Le Bremen 4 était l'un des paquebots de luxe les plus célèbres sous la République de Weimar. C'était sans doute l'un des navires dont les médias parlaient le plus dans le monde germanophone. Il affiche 286 mètres de long pour 31 de large. Il y avait du beau monde pour assister à son lancement, en présence du président allemand von Hindenburg. 4 turbines à vapeur propulsent le colosse d'acier, avec une puissance de 135 000 chevaux. C'est notamment grâce au Bremen que le transport maritime de passagers reprend après la Première Guerre mondiale. Il peut accueillir 811 personnes en première classe, 500 en deuxième, 300 en classe touriste et plusieurs centaines encore en troisième. Les voyageurs qui y mettent le prix ont accès à toutes sortes de jeux et distractions. Les compagnies maritimes ont compris qu'il fallait occuper les longues heures de désœuvrement à bord. Ces paquebots de luxe annoncent déjà les clubs de vacances d'aujourd'hui. Le Bremen pouvait embarquer 2800 passagers. On voit sur cette maquette que ce n'était pas seulement un navire, mais aussi un porte-avions. Das Schleppsegel ermöglicht auch bei bewegter See ruhiges Wassern der Maschinen. Du temps des voiliers déjà, les navires jouaient un rôle important pour le transport du courrier. À l'instar d'autres paquebots de luxe, le Bremen 4 vantait les mérites de son service postal. Comme on envoie un SMS de nos jours, les passagers pouvaient écrire une lettre et la poster à bord. Elle partait alors par avion vers l'Europe ou l'Amérique. Da der Flugzeugstart auf bewegtem Wasser recht schwierig ist, wurde eine besondere Katapultvorrichtung geschaffen, wie sie sich für Postflugzeuge auf den Dampfern Bremen und Europa des norddeutschen Lloyd seit langem bewährt hat. Sur ce paquebot de luxe, on croise parfois des célébrités. Ici, le boxeur allemand Max Schmeling, champion du monde des poids lourds. Le quatrième Bremen est connu à l'époque, parce qu'à la fin des années 1920, il est équipé d'un moteur beaucoup plus gros et plus puissant que ses rivaux. De plus, c'est un paquebot allemand.
Or, il se voit décerner, quelques années après la Première Guerre mondiale, le ruban bleu, qui récompense la traversée de l'Atlantique Nord la plus rapide. C'est le premier navire allemand à recevoir cette distinction très convoitée. Dès son voyage inaugural, il donne le ton en ralliant New York en 4 jours, 17 heures et 42 minutes, à une vitesse moyenne de 27,54 nœuds, soit 51 km/h. Der Leutdampfer Bremen hat jetzt 116 Fahrten hinter sich. Dans ses réclames, le Bremen est présenté comme la flèche d'or de l'océan. Chaque traversée se transforme en événement mondain, car la haute société est friande de ses palaces flottants. Le quotidien à bord est une succession de jeux, d'activités sportives et de soirées ou thé dansant. Entre les dîners à la table du capitaine et les buffets fastueux, cette clientèle exigeante est choyée. À côté des voyages au long cours sur des paquebots massifs, les courtes croisières et excursions à la journée sur des bâtiments plus modestes sont tout aussi tendance et chic. Le Waverly est un vapeur à roues à aubes emblématique. Le dernier au monde à transporter des passagers en mer. Si ces bateaux nous fascinent, c'est sans doute parce que leur principe de fonctionnement paraît aussi simple que génial. De nos jours, seuls quelques spécimens de ce type sont encore en état de circuler. Les autres sont trop vieux et rouillés pour être rentables. Le jour où le Waverly s'arrêtera, ce sera une perte. C'est un morceau de patrimoine, le dernier vestige d'un mode de vie disparu. C'est pour ça qu'il est aussi populaire. J'ai toujours connu le Waverly. C'est le dernier du genre. Enfant déjà, j'adorais monter à bord. J'ai beaucoup de chance d'avoir pu en faire mon métier et de travailler sur ce navire. C'est formidable de gagner sa vie en faisant quelque chose qu'on a toujours aimé. Pour éviter sa mise au rebut, une association a racheté le Waverly pour une livre symbolique et s'emploie à lui redonner son lustre d'antan. Il a beau paraître vieillot de l'extérieur, une fois à bord, on se laisse happer par la magie de la lenteur et le plaisir d'échapper au tumulte de la vie quotidienne. À la croisée des temporalités, le Waverly invite à la réflexion. Son capitaine, Dominic McCall, est honoré de le piloter. Un jour comme aujourd'hui, c'est merveilleux. Je fais l'un des plus beaux métiers au monde. Le soleil brille, il n'y a pas trop de vent, et les passagers sont contents d'être là. C'est super. Ce bateau, c'est de l'histoire vivante. Elle n'est pas figée dans un musée poussiéreux. On peut la sentir, la vivre, la respirer et l'entendre. Quand on remonte la Tamise jusqu'à Londres, l'histoire est là, tout autour. À bord, les passagers profitent de la vue et découvrent l'histoire de la navigation. Parmi les navires amarrés dans le musée portuaire de Bremerhaven, il y en a un qui, à l'inverse, ne suscite guère la nostalgie. Son histoire est sanglante. On est sur la passerelle du Rau 9, un baleinier construit en 1939. À l'époque, les baleiniers servaient uniquement à la pêche. Une vaste flotte composée de navires variés
était chargé de transporter les baleines abattues jusqu'à un grand navire-usine. Là, on achevait l'animal et on le dépeçait pour récupérer les parties exploitables. Grâce à leur taille et à leur force, les grands mammifères marins pouvaient espérer échapper aux baleiniers à voile. Mais avec la propulsion à vapeur qui se joue des intempéries, ils se retrouvent à la merci des chasseurs. À bord d'un baleinier, on a d'abord un équipage classique qui s'occupe du navire et le fait naviguer, des mécaniciens, un capitaine, etc. Mais il y a aussi un harponneur qui a un rôle clé à jouer, puisque c'est lui qui actionne les canons. Les lances-harpons sont activées par une charge de poudre. Cette invention du 19e siècle est une révolution qui offre un gain en portée et en précision. Dans les années 1930, c'était souvent des Norvégiens qui occupaient ce poste sur les navires allemands. C'étaient de vrais spécialistes, bien formés et expérimentés. Comme ils étaient aussi très demandés, ils se faisaient grassement rémunérer. Au moment de tuer une baleine, c'était le harponneur qui commandait. Il déterminait le cap à suivre et c'est lui qui tirait. Les paisibles cétacés sont traqués sans merci. Tandis que les actualités fanfaronnent. Solch ein Bursche liefert 30.000 Kilogramm Speck. On les chassait, on leur tirait dessus, puis on gonflait leurs cadavres à l'air comprimé. On y plantait un fanion pour être sûr de le retrouver, et on repartait chasser les autres baleines du groupe. Le bateau à vapeur permet l'exploitation des océans à une échelle industrielle. Dans ces abattoirs gigantesques, on équarrissait les baleines pour transformer leurs os, leur graisse et leur chair. Vu d'aujourd'hui, ça devait être inhumain. Entre la puanteur et les conditions de travail, c'était une vie épuisante. Certains documents d'époque montrent qu'on ne sortait pas indemne d'un emploi dans le secteur baleinier. Servi par les avancées en ingénierie navale, la chasse à la baleine devient synonyme d'extermination. On partait à l'assaut du monde dans l'idée de prélever un maximum de ressources naturelles. Les premiers temps, peu de gens se souciaient des conséquences pour les régions concernées. Puis au cours du XXe siècle, on a compris que ces richesses n'étaient pas infinies et qu'il n'y aurait bientôt plus de baleines si on continuait à les chasser. L'humanité semble insatiable. Pour la biodiversité, cette mondialisation-là est un désastre. Au total, on estime que 3 millions de baleines ont été tuées dans le monde au XXe siècle. Et on en perçoit encore les conséquences, à tel point que la plupart des pays, pour des raisons évidentes, ont arrêté cette pratique. Ils ne sont qu'une poignée à continuer. Le baleinier Rao 9 nous rappelle que toute innovation technique peut être utilisée à mauvais escient. La pollution atmosphérique et les dégâts environnementaux causés par les navires ne sont guère pris en compte. Les machines à vapeur ont un faible rendement et émettent de grandes quantités de dioxyde de carbone. La Seconde Guerre mondiale semble annoncer le retour des croiseurs et cuirassés, toujours à vapeur, comme marqueur de puissance nationale. La construction du Bismarck engloutit l'équivalent de plusieurs milliards d'euros. Mais si le conflit fait de nouveau rage sur les océans, les géants d'acier n'auront qu'un impact limité sur son issue. Ils sont trop chers, trop massifs et trop vulnérables pour jouer un rôle majeur dans la guerre moderne. En revanche, on va utiliser ces vaisseaux en les positionnant stratégiquement, en jouant sur la surprise ou en utilisant des techniques de camouflage. C'est comme ça que s'impose la couleur grise pour les vaisseaux militaires, jusqu'à notre époque.
curieusement, ce sont plutôt les paquebots de luxe qui vont jouer un rôle déterminant dans la guerre. Le Queen Elizabeth et le Queen Mary sont ainsi de sérieux atouts pour les Alliés. Ils transportent plus d'1,5 million de soldats sur les théâtres de guerre, rendant possible le débarquement en Normandie et contribuant à la victoire sur le régime nazi. Quand on entend guerre, on pense bataille, mais il y a aussi une logistique derrière, des infrastructures, des déplacements, une planification. C'est là que ces paquebots entrent en jeu. Après ces faits d'armes, le Queen Elizabeth retrouve sa fonction première. Le gris cuirassé laisse place aux couleurs franches de la Cunard Line. Fini le transport de soldats américains. Désormais, le paquebot revient au luxe pour attirer la clientèle. C'est l'un des plus puissants de sa gamme, avec 4 turbines à vapeur et 160 000 chevaux. Il consomme environ 1000 tonnes de fuel par jour et avance à une vitesse moyenne de l'ordre de 28 nœuds, 52 km/h. Der englische Dampfer Queen Elizabeth trat seine erste Passagierfahrt nach New York an. Die englische Königin, nach der das Schiff benannt ist, nimmt auf einer Probefahrt das Steuer. Der Ozeanriese ist 83.000 Tonnen groß. Nach dem Umbau ist die Queen Elizabeth nun das größte und schönste Fahrgastschiff der Welt. Une légende flottante qui incarne aussi la dernière heure de gloire de la navigation à vapeur. Car de nouveaux modes de propulsion sont prêts à prendre le relais. Les moteurs diesel, par exemple, sont plus efficaces, moins onéreux et n'obligent pas à avoir une équipe pour alimenter constamment la chaudière en charbon. Au fil du XXe siècle, la vapeur commence à perdre du terrain, car les techniques rivales ont un meilleur rendement. Il faut dire qu'un autre concurrent de taille fait son apparition, qui permet de rallier New York depuis l'Europe en 16 heures. Alors qu'un navire met encore jusqu'à 5 jours. Or, comme on le sait, le temps, c'est de l'argent. Les compagnies aériennes s'inspirent du luxe des paquebots. Et en 1957, elles vendent pour la première fois plus de billets sur le segment transatlantique que leurs homologues maritimes. Les grands paquebots ne sont plus indispensables pour traverser les océans. Mais ils conservent leurs fidèles adeptes, attachés à l'image d'élégance qu'ils véhiculent. Ces bateaux qui reliaient l'Europe et l'Amérique ont fait de l'Atlantique un espace de transit, ce qui a rendu le monde plus tangible et plus facile à appréhender pour les gens. Je pense que ça a eu des répercussions importantes. Ça n'a pas généralisé l'amour du prochain ou la tolérance du jour au lendemain, mais on s'est mis à envisager le monde beaucoup plus comme un tout. Pour les navires à vapeur, la seconde moitié du XXe siècle marque la fin d'une époque, tandis que le moteur diesel s'impose. En 1967, le Queen Mary cesse le transport de passagers au terme d'une ultime traversée sous les yeux d'un public nombreux. Désormais amarré à Long Beach, en Californie, il sert d'hôtel. De nos jours, ce sont les porte-conteneurs qui règnent sur les mers, propulsés par des moteurs diesel à leur démesure. Une très grande partie du commerce mondial se fait par bateau.
C'est un moyen d'acheminement qui offre beaucoup de capacités. Et la standardisation que permet le transport par conteneur fait qu'il ne risque pas d'être détrôné par des dirigeables ou je ne sais quelle autre innovation qui revient régulièrement sur la table. Le transport maritime reste indépassable sous cette forme. Ces gigantesques porte-conteneurs forment l'épine dorsale de l'économie mondiale. Eux seuls sont capables d'acheminer les flux de matières premières et de marchandises qu'exige notre mode de vie actuel. Notre prospérité dépend de cette logistique. L'histoire du bateau à vapeur montre comment des inventions parfois fortuites peuvent entraîner l'humanité dans une direction bien précise, avec des répercussions jusqu'à notre époque en ce qui concerne la mondialisation. Et tout ça est parti d'une idée simple, convertir l'eau en vapeur. Le regard vers le passé permet de prendre la mesure du chemin parcouru. Le regard vers l'avenir montre que la durabilité sera le grand défi de demain. Avec le recul, on se rend compte que l'ingénierie a le pouvoir de changer le monde. Si on considère les mouvements migratoires et les réseaux commerciaux qui en ont résulté, on voit qu'une simple machine comme celle-ci a eu des effets extraordinaires. Elle n'était pas seule. C'est tout un écosystème d'ingénieurs et de constructeurs, des communautés entières qui se sont développées. Tout cela parce qu'on a pensé un jour à mettre un moteur sur un bateau. Au-delà de zones d'ombre qu'il ne faut pas ignorer, l'histoire de la navigation est aussi celle d'un monde toujours plus interconnecté et d'une réussite indéniable.